Vous pensiez que Bruno Retailleau avait passé son été en Vendée à traîner au Puy du Fou ? Eh ben non, il a joué avec ses Playmobil. Et il a bien affûté les matraques en vue des mouvements sociaux de la rentrée et porté un grand coup à la liberté de la presse au passage. On fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 9 septembre et demain, la France s'apprête à vivre ce que le gouvernement redoute le plus, des citoyens qui s'organisent sans lui demander la permission. Le fameux mouvement du 10 septembre, bloquons tout. Tout l'été, cette mobilisation partie des réseaux sociaux a doucement fermenté comme un bon vin nature qui finit par taper un peu trop fort. Les assemblées populaires se sont multipliées partout en France et ont été largement suivies. Plus de 500 personnes fin août à Nantes, 300 à Montreuil vendredi dernier. Le média indépendant Cerveau non disponible a décompté à minima 12 000 participants en compilant toutes les remontées nationales. Résultat, plus de 700 actions sont prévues partout en France pour demain et ce chiffre est en constante évolution puisque la carte collaborative se remplit plus vite qu'un agenda ministériel. Les premières actions n'ont d'ailleurs pas attendu la grande date du 10. Dans les Bouches-du-Rhône, dès ce dimanche 7 septembre, une centaine de personnes ont mené une opération péage gratuit à Lançon-de-Provence. À Lyon, ce lundi 8 au soir, près d'1 millier de personnes ont déambulé dans les rues après l'apéro pour la chute de Bayrou. Et ce matin, à l'aube, une tentative de péage gratuit a eu lieu sur un autre parking lyonnais. À Bordeaux, toujours ce matin, c'est un blocage surprise de la Rocade qui a eu lieu. Le 10 septembre, vous l'avez compris, s'annonce comme le plus grand mouvement auto-organisé depuis les Gilets jaunes en France. Une véritable lame de fond qui, paraît-il, commence déjà à faire trembler les couloirs du pouvoir. Enfin, en off, parce qu'officiellement tout va très bien, Madame la Marquise. Face caméra, François Bayrou, désormais ex-premier ministre, et Bruno Retailleau, le locataire de Beauvau, jurent la main sur le cœur que tout ça, c'est rien du tout. Pour donner du crédit à leurs petits sketchs, comme par hasard, des notes de renseignement ont fuité pile au bon moment, avouez que ça tombe plutôt bien. Les services estiment à 100 000 les participants au mouvement, tout en reconnaissant qu'ils n'ont aucune idée de l'ampleur réelle, faute de structuration. Autrement dit, ils ont sorti un chiffre au hasard pour meubler le rapport, tenter de saboter l'entrain populaire et prier très fort pour que tout ça passe. Mais pour des gens qui ne paniquent pas, les apparences jouent franchement contre eux. Retailleau déploie quand même 80 000 policiers et gendarmes, pour 100 000 manifestants attendus donc. Autrement dit, un service quasi personnalisé, un manifestant, un flic attitré, et pour habiller tout ça, il ressort l'épouvantail habituel, l'ultra-gauche. Bah oui, ça serait trop gênant d'admettre que ce sont simplement des citoyens lambda qui en ont marre et qu'on va leur taper dessus pour qu'ils se taisent. Alors on repeint tout ça en menace radicale, ça permet de cogner plus fort, de justifier les pires mesures autoritaires et surtout de se rassurer en se disant qu'on ne tape pas sur le peuple, mais sur des extrémistes. On écoute le ministre de l'Intérieur ce matin en conférence de presse. Première chose, masse ou intensité. Ce sera plutôt de l'intensité puisque cette journée a été confisquée, si j'ose dire, a été totalement détournée par les insoumis, par l'extrême gauche, par l'ultra-gauche, ce qui fait qu'il y aura sans doute moins de mobilisation que ce qui pouvait être prévu. Néanmoins, ça pourrait aller jusqu'à une centaine de milliers sur l'ensemble du territoire français. Mais ce qui est perdu en mobilisation, en amplitude, pourrait être, si j'ose dire, gagné en termes d'intensité. Bruno Retailleau est visiblement bien décidé à jouer les chefs de guerre. Dans une note envoyée à tous les préfets, le ministre de l'Intérieur ordonne d'éteindre le moindre potentiel trouble à l'ordre public pour le 10 septembre. Comprenez, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une mobilisation citoyenne doit être neutralisé. Des facs aux autoroutes, des radars routiers au symbole du capitalisme, rien n'échappe à son inventaire anxieux. Son mot d'ordre, bloquer les blocages et autres actions avant qu'ils ne commencent. Retailleau promet donc une répression massive, inspirée de celle infligée aux Gilets jaunes. Derrière le jargon sécuritaire, une promesse claire, instaurer la peur pour que la colère n'ait pas le temps de s'exprimer. Pour cela, le Vendéen, obsédé par l'ordre,
ne s'en tient évidemment pas seulement à une débauche de moyens humains, il va aussi dégainer tous ses outils préférés pour mater le mouvement du 10 septembre dès le premier jour. On l'écoute faire son inventaire à la Prévert. Une petite trentaine d'hélicoptères, mais aussi des drones, mais aussi des engins lanceurs d'eau, mais aussi les Centaures qui sont des engins blindés de la gendarmerie nationale, pour qu'on puisse prévoir, notamment face à des groupuscules qui sont peu nombreux, mais qui sont très déterminés, qui sont très organisés, qui sont très aguerris et qui cherchent la violence et souvent qui cherchent le contact et qui sont animés d'une haine anti-flic. Donc il s'agit de prévoir des dispositifs qui soient robustes. Et pour couronner le tout, imaginez un peu que toute cette débauche sécuritaire pourrait bien se jouer à huis clos. Et oui, pendant que les Français profitaient de leur été, Beauvau a planché en catimini sur son schéma national des violences urbaines. Officiellement un guide pour gérer les émeutes de haute intensité, officieusement un manuel pour contrôler les manifestations et tant qu'à faire, museler la presse au passage. Le document est un véritable kit d'action-réaction pour les forces de l'ordre, intervenir plus vite, plus fort et raboter l'état de droit au passage. Les sommations ? Inutiles. L'usage de la force ? Toujours justifié par la légitime défense, l'état de nécessité et le code de la sécurité intérieure. Ce document préconise aussi le recours aux unités spécialisées comme le RAID ou la BRI, formées pour frapper vite, certes, mais certainement pas pour maintenir l'ordre. Résultat des interventions encore plus violentes, l'usage encore plus intensif d'armes mutilantes, les blessures graves qui vont avec, et évidemment les bavures. On l'a déjà vu à Marseille après la mort de Naël, l'intervention du RAID s'était soldée par 2 morts. Bref, vous l'avez compris, le ministère donne encore plus de pouvoir aux forces de l'ordre qui ne s'encombraient pas vraiment déjà du règlement. Et au milieu de tout ce manuel musclé, une phrase claque comme un avertissement. Je cite « Le statut des journalistes ne trouve pas à s'appliquer dans un contexte de violence urbaine ». Traduction : si la police juge une manifestation trop animée, circuler, plus de presse autorisée, plus de témoins et donc plus de comptes à rendre, les journalistes deviennent des manifestants comme les autres. Chers confrères, bienvenue dans le monde merveilleux des journalistes indépendants. Les syndicats de journalistes dénoncent une attaque directe contre la liberté d'informer et ont saisi le Conseil d'État. Soraya Morvan-Smith du SNJ-CGT résume bien le danger. Cette zone d'ombre crée un terrain où la police peut agir sans contre-pouvoir et où les journalistes eux-mêmes peuvent se retrouver menacés, arrêtés ou agressés. En clair, Beauvau prépare les futures manifestations comme un huis clos, les citoyens dans la rue, la police en face et au milieu, personne pour raconter ce qu'il se passe. Alors le timing n'a rien d'innocent. À quelques semaines du 10 septembre, le ministère a verrouillé un peu plus la couverture médiatique d'un mouvement qui s'annonçait déjà massif. Après avoir tenté d'empêcher qu'on filme les policiers, Beauvau veut désormais carrément effacer les journalistes du décor et avec eux la médiatisation des violences policières. Rappelons à toutes fins utiles que filmer la police est un droit pour les journalistes et les citoyens. Les forces de l'ordre ne bénéficient d'aucune protection particulière en matière de droit à l'image, sauf justement lorsqu'elles appartiennent à des services spécifiques comme le RAID, le GIGN, le GIPN, la BRI ou encore la lutte antiterroriste. Alors demain, le 10 septembre, le pouvoir peut déployer toutes ses forces, verrouiller les rues, tenter de faire taire les journalistes. Il ne changera rien à l'essentiel. La colère du peuple est là, palpable, organisée, prête à s'exprimer. Chaque barrière levée, chaque blocage spontané, chaque cortège sauvage rappelle une chose au gouvernement. La démocratie, ce n'est pas un spectacle à regarder derrière les caméras de surveillance. La répression brutale n'est jamais qu'une réponse de panique face à la légitime colère des citoyens. Et souvenez-vous, quand le peuple se met debout, quand il se coordonne, il peut faire trembler les palais du pouvoir, comme on l'a déjà vu avec les Gilets jaunes. Demain, le rapport de force peut changer et cette fois, c'est peut-être bien le peuple qui tiendra la rue. En tout cas, sur le média, nous allons suivre de près ces mobilisations. Nous vous donnons rendez-vous dès 13h dans le Journal des Luttes et le soir en direct pour une grande émission spéciale dès 19h30. Le 10 septembre, la rue va s'embraser. Partout en France, la colère gronde. Nos journalistes et correspondants citoyens seront au plus près des cortèges, prêts à donner toute l'ampleur au mouvement.
Rendez-vous à 13h dans le Journal des Luttes. Le Journal des Luttes, c'est parti. Et à 20h pour notre édition spéciale qui reviendra sur les moments forts de la journée. On poursuit dans l'actualité nationale avec une série d'actes islamophobes particulièrement abjects. Des fidèles ont retrouvé des têtes de cochons devant au moins 9 mosquées à Paris, Montrouge ou encore Montreuil ce mardi matin. Nos reporters Lisa Lapp et Diego Sio se sont rendus sur place. Des têtes de cochons ont été retrouvées devant au moins 9 mosquées de Paris et sa banlieue ce mardi 9 septembre. Des fidèles ont retrouvé ces morceaux de cadavres d'animaux au petit matin, parfois marqués de l'inscription Macron. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, c'est le choc. Franchement, on est réveillés très choqués ce matin. Surtout, moi, je n'étais pas sur place. C'est un de mes collègues qui a passé le message en nous envoyant des photos. Là, on voit un individu qui est en train de poser une tête de cochon. Vraiment, ça prouve que nous, les musulmans, aujourd'hui, avant, on était en sérénité, mais maintenant, on est de plus en plus inquiets par ces actes de haine qui continuent à s'intensifier. Du coup, on est de plus en plus inquiet dans nos lieux de culte. Maintenant, c'était dehors. Maintenant, ça vient jusqu'à chez nous. Donc, c'est un peu compliqué. L'équipe des musulmans, on cherche la paix. Là, on sait qu'on est dans un pays laïque où tout est possible. Maintenant, quand on voit des actes comme ça c'est décourageant. Ça nous inquiète de plus en plus. Donc, il faut quand même que la justice s'intensifie, qui cherche le coupable et le commanditaire de ces actes ignobles. Qui commence à nous inquiéter de plus en plus, alors que la France est un pays de stabilité, un pays de tranquillité. Maintenant, les musulmans ne sont plus en sécurité. Donc, il y a quelques mois de cela, on a eu un décès d'un fidèle qui a été tué dans la mosquée. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, demain, qu'il n'y aura pas d'autres actions comme ça qui seront même plus pires en fait. Nous, tout ce qu'on cherche maintenant, c'est la justice, que la justice fasse son travail, qu'ils arrêtent le coupable. Et qu'on arrête vraiment d'attiser la haine entre les gens. Les musulmans, les synagogues, tous les chrétiens, on est tous ensemble à Montreuil. On n'a jamais connu ça, c'est la première fois que je connais ça à Montreuil. On a des voisins à côté, des synagogues qui sont juste à côté de nos voisins, on les invite à manger à chaque fois. C'est choquant quand même que ça vient sur Montreuil, c'est ça qui est un peu plus choquant, on attend ça ailleurs, mais c'est la première fois qu'on voit ça. Sincèrement, c'est un peu désolant. C'est inquiétant pour la suite. C'était choquant. On était choqués. Et quand on a vu dans un sac en tête de cet animal, on était choqués. Parce qu'étant donné que ce n'est pas un lieu qu'on a jeté des poubelles. Donc c'était choquant. Oui. Est-ce que vous avez discuté avec les fidèles? Comment vous vous sentez après un tel acte ce matin? Alors oui, on a parlé tous ensemble. On ne comprenne pas. La réaction, ils ne comprennent pas. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce que la mosquée l'a fait? Qu'est-ce que la mosquée a à voir avec ça? Et lui, il a fait son acte. Et c'est tout. Celui-là, vous voulez jeter dans une poubelle, il y a une poubelle juste à côté. Il a fait ça pourquoi? C'est lui seul qui le sait. On n'est pas inquiet. Moi, personne n'est pas inquiété. Les fidèles non plus, ils ne sont pas inquiets. C'est juste de savoir pourquoi. Voilà. Pour la prière de ce mardi, le maire de Montreuil et le président de la Seine-Saint-Denis sont venus témoigner de leur soutien. Ces actes de haine ne nous impressionnent pas parce qu'à Montreuil et en Seine-Saint-Denis, nous pensons que ce que nous sommes ensemble est plus fort que ces actes de haine. Et ce que nous sommes ensemble, c'est l'esprit de coopération, l'esprit de solidarité, les valeurs qui nous unissent et le fait qu'ici, on a le droit de croire, on a le droit de prier, on a aussi le droit de ne pas croire, et qu'en tout cas, on doit être protégé dans ses croyances, quelles que soient ses croyances. Bon courage à vous. En quelques mois, c'est une dizaine d'affaires similaires qui ont été recensées dans le pays. Le ministère de l'Intérieur lui-même reconnaît une hausse alarmante, plus 72% d'actes anti-musulmans enregistrés au premier trimestre 2025 par rapport à l'an dernier, 79 cas. Et le collectif contre l'islamophobie en Europe avait comptabilisé 1037 faits islamophobes en 2024, soit une progression de 25% en un an. Il y a une ambiance qui est une ambiance depuis des années dans laquelle les musulmans sont pris pour cible. Je ne sais pas aujourd'hui qui est responsable de ces actes, l'enquête policière le dira. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un acte de haine et un acte qui vise à désigner
les musulmanes et les musulmans et à faire peur. Ni le préfet de Paris, Laurent Nunez, ni le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau n'ont parlé d'islamophobie. Le premier parle d'actes abjects et évoque la piste d'ingérence étrangère, et le second de provocation insupportable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un acte là qui est un acte de haine anti-musulman. Moi, je l'appelle islamophobe parce que ça manifeste une situation de peur et de haine à l'encontre des musulmanes et des musulmans. La brigade criminelle de la préfecture de police de Paris a été saisie d'une enquête pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, et violence sans incapacité commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Le leader de la France insoumise a également réagi sur X. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'islamophobie se déchaîne en France, je cite, chauffé à blanc par le soutien à Netanyahou et les saillies du ministre de l'Intérieur. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'islamophobie se déchaîne en France, je cite, chauffé à blanc par le soutien à Netanyahou et les saillies du ministre de l'Intérieur et de son entourage préfectoral. On poursuit avec du nouveau dans le feuilleton judiciaire qui concerne le Rassemblement national. Le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens a été avancé. Il se tiendra du 13 janvier au 12 février 2026 au lieu de l'été 2026 comme c'était annoncé initialement. Un calendrier qui ne plaît pas tant à l'intéressé ainsi qu'à son avocat qui aurait souhaité que le procès se tienne après les municipales afin que, je cite, les calendriers judiciaires et politiques ne se parasitent pas mutuellement. L'avocat du Parlement, maître Patrick Maisonneuve, a ironisé quant à lui sur le sort procédural très spécifique pour Marine Le Pen. Il a déclaré que, je cite, « Ils ont voulu accélérer, je ne vois pas pourquoi ils viendraient aujourd'hui s'en plaindre ». On rappelle que l'ex-présidente du RN avait été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. En parallèle de cette affaire, le parti d'extrême droite est sous le coup d'une autre procédure pour escroquerie cette fois au préjudice d'une personne publique et financement illicite des campagnes électorales qui a entraîné une perquisition de son siège au début du mois de juillet. L'enquête porte principalement sur des prêts de particuliers au parti pour financer ses campagnes présidentielles et législatives de 2022 ainsi que les européennes de 2024 selon le parquet de Paris. Et on termine avec l'actualité internationale. Dans la nuit de lundi à mardi, un navire de la Soumoud Flotilla a été attaqué par un drone alors qu'il devait accoster au port de Sidi Bou Saïd, à Tunis, en Tunisie. Et il s'agirait d'un drone israélien opérant en territoire tunisien, donc un acte qui pourrait être une atteinte directe à la souveraineté tunisienne. Néanmoins, les autorités, par voie de communiqué, démentent toute attaque de drone. Le même communiqué explique, je cite, « Selon les premières constatations, l'incendie a été provoqué par la combustion d'un gilet de sauvetage. » Les images qui tournent depuis la matinée de ce mardi 9 septembre sur les réseaux sociaux montrent pourtant bien un projectile enflammé qui touche la flottille depuis le ciel. L'équipage du navire est sain et sauf et la Soumoud Flotilla prévoit d'arriver à la mi-septembre à Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire. Ce n'est pas la première fois qu'Israël attaque ce type de convoi humanitaire. En 2010, l'armée avait ainsi attaqué une flottille tuant 9 humanitaires. Le pire, comme souvent avec l'armée israélienne, reste à craindre. Et au moment où nous bouclons ce récap, des bombardements israéliens ont frappé tout juste Doha, la capitale du Qatar. D'après les médias israéliens, Israël justifie cette attaque par la présence présumée de hauts responsables du Hamas. Cette opération pourrait également chercher à peser sur les négociations en cours. Depuis le début du conflit à Gaza, le Qatar joue un rôle central dans ces discussions. En une semaine, Israël a donc ciblé la Tunisie, le Yémen, le Liban, la Syrie, la Palestine et désormais donc le Qatar. Nous reviendrons sur ces informations dans nos prochaines éditions, évidemment. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes et notamment notre édition spéciale de demain. Très bonne soirée sur Le Média.